Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo première de la sorte que je filme sur ma chaîne puisque ça va être une vidéo de recommandation culture. J'aimerais bien faire ce type de vidéo plusieurs fois dans l'année, un petit peu vous montrer mes favoris du moment, du mois, etc. Les favoris que je vais vous présenter aujourd'hui, ils vont se diviser en 5 catégories. Les films, les séries, les livres, les albums et les personnes à suivre, que j'ai trouvé super en cette année 2025 globalement. Parce que du coup, on est le 10 janvier, c'est ça, 10 janvier 2026, 10 jours qu'on est dans la nouvelle année. Et voilà, je voulais vous présenter un petit peu mes favoris de 2025, puisque j'ai pas eu l'occasion de le faire avant. Donc on va commencer tout de suite. Cette année, ça a été une année marquée par les découvertes cinématographiques, tout d'abord, puisque j'ai été très très active sur Letterboxd. Si vous ne me suivez pas encore d'ailleurs, c'est le moment. Cette année, j'ai vu quasiment une soixantaine de films, ce qui je trouve est un sacré record pour moi. Je pensais pas en regarder autant. Et j'ai décidé de me restreindre à 4 films à vous présenter cette année. Enfin pour cette année 2026, pour ce début d'année 2026. N'hésitez pas à me faire des retours si vous les regardez, si vous les avez vus, etc. Dites-moi qu'on en discute parce que je trouve ça trop intéressant. Donc le premier film que je vais vous présenter, c'est un film que j'ai vu, c'est le dernier film de 2025 que j'ai vu, puisque j'ai vu le 30 décembre. C'est un film sorti, je crois, entre 1964 et 1967, je saurais pas vous dire exactement. Mais c'est Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Dedans, celle que vous connaîtrez forcément, c'est Catherine Deneuve. C'est un de ses rôles phares dans ça et Les Demoiselles de Rochefort du même réalisateur. Donc Les Parapluies de Cherbourg, je l'ai vu en fin d'année parce que, au cas où vous ne le sachiez pas, je pense que c'est compris avec vos universités aussi, mais sachez que sur la médiathèque numérique de votre université, vous avez plein de films gratuits. C'est en lien avec Arte, ils ont plein de films cool. Moi, c'est sur ça que j'ai regardé et pour un crédit, je crois que vous avez 6 crédits par mois, et pour un crédit, j'ai pu louer Les Parapluies de Cherbourg et Les Demoiselles de Rochefort en même temps. Très très bon deal puisque j'ai adoré les deux films, mais aujourd'hui c'est Les Parapluies de Cherbourg dont je vais vous parler. Pour vous le pitcher très rapidement, on suit une jeune fille qui s'appelle Geneviève, qui tombe amoureuse d'un jeune homme qui s'appelle je n'ai plus son nom. Lui il est garagiste, elle est fille d'une vendeuse de parapluies à Cherbourg, c'est fou non les parapluies de Cherbourg. Elle a 17 ans je crois, il en a 20. Et il va devoir partir faire la guerre en Algérie et elle va tomber enceinte de lui juste avant qu'il parte et elle va devoir du coup faire sa vie le temps qu'il n'est pas là pendant 2 ans. Et la question ça va être est-ce qu'elle va se marier au bon parti qui va apparaître à l'écran une fois que son amant sera parti, ou est-ce qu'elle va l'attendre pendant 2 ans en espérant qu'il revienne, en espérant qu'il réponde à ses lettres. C'est une histoire d'amour qui, moi, m'a plus ou moins fait penser à La La Land sur le côté un petit peu tristesse, un petit peu on réfléchit à nos émotions, etc. On est dans des relations compliquées. Il est super, il est vraiment super beau. Je trouve le travail à la fois de l'image, donc que ce soit la couleur, le grain, le cadrage, excellent. Je trouve aussi que la musique est folle. Pour ceux que ça pourrait un petit peu refroidir, je suis désolée pour vous, c'est plus ou moins une comédie musicale, c'est-à-dire que tout le monde chante tout le temps. Ça peut être un peu chiant, mais au final, je trouve qu'on s'y fait très vite en fait, parce que c'est le cinéma de l'époque et que Catherine Deneuve, elle est tellement belle, les costumes sont beaux, les décors sont beaux, l'histoire, elle est prenante. Il s'appelle Guy, le gars, il s'appelle Guy. Il faut absolument que vous le voyez. Pour moi, c'est vraiment le préquel des romances qu'on a eu l'occasion d'avoir au début des années 2000. C'est vraiment une rom-com avant l'heure avec un peu moins de comédie que ce qu'on pense, et franchement, il est super bien, moi je ne peux que vous le recommander. Le deuxième film dont je vais vous parler, c'est un film de Gus Van Sant, je pense que vous en avez forcément déjà entendu parler, il s'appelle Good Will Hunting. Dedans jouent Matt Damon et Robin Williams, si ça peut vous donner un petit peu une idée du film que c'est, si vous l'avez peut-être vu passer. En gros, on suit Will Hunting, qui est janitor à Yale, donc il nettoie l'université de Yale, parce qu'il est un petit peu délinquant, un petit peu pauvre, etc. Et en fait, y a un professeur de l'université qui va se rendre compte que, au-delà d'être quelqu'un qui nettoie les sols, c'est un génie des maths. Et ça, il va le mettre à profit puisqu'il va un peu le prendre sous son aile pour l'aider à résoudre des problèmes un petit peu complexes, etc. Et en parallèle, il va devoir, puisqu'il promet un petit peu Will à un avenir plus radieux que ce qu'il était censé avoir, Will va se faire suivre par un thérapeute, joué par Robin Williams du coup, et ils vont nouer une relation que je trouve hyper belle à l'écran, qui est hyper bien développée. C'est entre l'amitié et vraiment la thérapie pure et dure, parce que Will c'est un garçon en détresse, c'est un garçon qui a vécu une enfance difficile,
qui s'est pas retrouvé homme de ménage par hasard. Donc voilà, je peux que vous le conseiller. Pareil, il est trop bien, il est touchant de ouf. C'est un des films préférés de mon papa. C'est avec lui et ma maman que je l'ai regardé. Et j'ai fait que pleurer, que chialer, que chialer, que chialer. C'était terrible, mais il est super beau et je ne peux que vous conseiller. Il est super. Le troisième film dont je vais vous parler, c'est un film que j'ai vu en début d'année, je crois. Vous allez voir, les films que je vous présente là sont pas des films très très joyeux. Faudra repasser, je pense, pour les films un peu comédie, un peu drôle. Encore un film un peu triste, ou en tout cas très contemplatif. Un film où en fait on a l'impression de regarder à travers la fenêtre de la vie de quelqu'un. C'est pas une intrigue folle, il n'y a pas un maximum d'aventures qui se passent, mais en tout cas, on suit l'histoire de Julie qui est en couple avec un garçon depuis des années et ils vont se séparer. Et en gros, on va la suivre, elle, dans sa reconstruction, ses relations futures, comment elle gère tout simplement cette rupture avec la personne qu'elle pensait être l'homme de sa vie, un petit peu les remous de retourner vers une personne qu'on a aimée ou la quitter pour de bon. Et en fait c'est super beau je trouve comme film, pareil, moi je suis quelqu'un de très très sensible à l'image, aux couleurs, au travail de la texture, etc. Je trouve ça fou. Et ce film là il est trop beau, je l'ai adoré, je l'ai trouvé vraiment super génial. Donc le film s'appelle The Worst Person in the World, ou Julie en 12 chapitres en français. Il a été réalisé par Joachim Trier en, je sais pas en quelle année, mais il n'y a pas si longtemps, je crois. Pareil, je vous le conseille. Vous pouvez normalement le trouver sur Netflix, il doit faire un peu plus de 2 heures. Donc Julie en 12 chapitres si vous le cherchez en français. The Worst Person in the World si vous le cherchez dans sa version originale. À noter que c'est un film norvégien, donc il y a un peu une esthétique scandinave et tout qui est très sympa, mais moi je vous le conseillerais, enfin je suis toujours partisane du fait de regarder tout en VO, parce que je trouve qu'on capte beaucoup plus les émotions, etc. Et pour le coup, c'est un film de 2 heures que j'ai regardé donc en VO norvégien sous-titré français, et j'ai quand même été hyper prise dans l'histoire, hyper investie dans ce qui se passait dans le récit, etc. Donc, si vous avez l'occasion de le regarder en norvégien, peut-être tentez-le. Même si vous parlez pas un mot de norvégien, vous inquiétez pas, moi non plus. Mais franchement, il est très très cool. Et je trouve ça important de vous le notifier parce que c'est un de ceux qui m'a marqué sur cette année 2025. Puisque le dernier dont je vais vous parler, le quatrième, c'est probablement celui qui m'a le plus bouleversé de l'année. J'ai même peut-être de ma vie. Enfin, je pleure facilement dans les films, je suis très émotive et tout, il n'y a pas de souci. Mais celui-là, pour le coup, j'ai vraiment fini trempée de larmes. Je suis sortie, je suis allée le voir toute seule au cinéma. Je suis sortie de là, je pleurais des torrents et des torrents. Mon père, il est venu me chercher au cinéma, il m'a dit mais qu'est-ce qui se passe, genre qu'est-ce que t'as vécu? C'était terrible, c'était bouleversant, c'était beau. Enfin beau, je sais pas si c'est trop le mot, c'était tragique surtout. Le film, c'est l'histoire de Suleiman. Vous en avez forcément entendu parler, je pense, puisqu'il a été primé plein de fois. L'acteur Abou Sangare, il a été pareil, récompensé pour son jeu d'acteur, etc. On suit tout simplement le quotidien d'un sans-papier français, enfin d'un sans-papier du coup immigré en France, à Paris, qui va devoir travailler tout simplement pour vivre, et il est chauffeur Uber Eats. Ça montre aussi pas mal du coup les dessous de toute cette industrie de la livraison, etc., qui est assez dure, même terrible vraiment pour ceux qui y travaillent. Ça va vous donner absolument aucune envie de recommander sur Uber Eats parce que ça va juste vous montrer à quel point les livreurs sont misérables, sont payés une misère, et bref, c'est terrible. Et du coup, on va suivre un petit peu son parcours à la fois professionnel et à la fois de lui qui cherche à obtenir les papiers en France pour pouvoir rester. C'est un film qui se finit sur une fin complètement ouverte, donc c'est ça aussi je pense qui est bouleversant, c'est que ça nous laisse un petit peu dans la même hésitation que le personnage lui-même. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé de ce film, c'est que il n'y a aucune musique, il n'y a rien pour vous distraire de l'image. Tout est filmé à sa hauteur, tout ce qui est violent est violent, tout ce qui est drôle est drôle, même s'il n'y a pas grand chose de drôle. Tout ce qui est terrible, à la fois pour le spectateur et à la fois pour l'acteur en lui-même, pour ce qu'il raconte, puisque l'acteur qui joue le livreur en question, qui joue donc Suleiman, a lui-même vraiment vécu cette réalité-là. Et du coup, c'est poignant de vérité, franchement, c'est un film, il est trop beau, et je pense qu'il est vraiment d'utilité publique pour le coup, parce que c'est des sujets auxquels on est, je pense, sensibilisé quand on est engagé globalement, mais on n'y porte pas assez attention dans la vie de tous les jours, et je pense que le faire passer par ce film-là, qui est quand même travaillé au niveau scénaristique, au niveau de l'image, etc., c'est assez important. Du coup voilà, je vous le conseille, vraiment un de mes plus gros coups de cœur de l'année. De toute façon, tous les films dont je vous ai parlé là, c'est des films que j'ai notés 4,5 ou 5 sur Letterboxd, qui font partie de mes coups de cœur, qui sont likés. Vous pouvez pas passer à côté, ils sont géniaux. Tout cela, je vous les conseille. Vous avez un peu de français, un peu d'anglais, un peu de fiction, un peu de non-fiction, un peu de comédie musicale. J'espère que ça peut vous plaire un petit peu et que vous trouverez votre bonheur dans ce que je vous raconte. Sinon, n'hésitez pas du coup à aller me suivre sur mon Letterboxd. Je regarde des films quasiment tous les jours.
j'ai plein de recommandations à vous faire selon des styles, etc. Allez voir un petit peu, c'est très sympa. Allez vous renseigner sur Letterboxd, pardon. Globalement, c'est une super appli, moi je la trouve super. Vous découvrez plein de trucs, vous regardez les mêmes films que vos potes, vous laissez des reviews, vous laissez vos avis, vous lisez ceux des autres. Enfin, franchement, c'est une très très bonne appli. Merci aux créateurs de Letterboxd. Et si vous connaissez pas, je trouve ça fou que vous connaissiez pas, parce que c'est super. Donc on va passer à la deuxième catégorie, qui va être une catégorie très très courte, puisque c'est donc la partie des séries que je vais vous présenter. Il n'y a qu'une seule recommandation dedans, parce que je ne peux pas m'empêcher de faire l'éloge de cette série. La seule série que je vous présente aujourd'hui, c'est une série que j'ai regardée du coup fin 2025, que j'ai mis beaucoup de temps à regarder, alors que je savais que j'allais l'adorer. Elle fait partie de ces séries-là où je sais que je vais être bouleversée et où je sais que ça va me toucher vraiment. Et du coup, je mets beaucoup de temps à les regarder parce que j'ai peur que ce soit fini. C'est la série Fleabag avec Phoebe Waller-Bridges. C'est une série qui s'est terminée il n'y a pas si longtemps. Il n'y a que 2 saisons, donc elle est très rapide à regarder. Franchement, vous n'avez pas d'excuses, les épisodes ils sont pas longs, je crois ils font genre 25 minutes, il y en a 8 par saison et il y a 2 saisons. Donc faites le calcul vous-même, moi j'ai pas envie de le faire, c'est beaucoup trop long. Mais globalement, vraiment ça vous prend pas beaucoup de temps et c'est super. En gros, encore un peu comme dans Julie en 12 chapitres je trouve, c'est une partie de la vie de Fleabag, donc la personnage principale qu'on va suivre dans la première saison, un peu dans son tumulte amoureux, etc., sa relation avec son père, sa relation qu'elle a avec sa meilleure amie, etc. C'est assez tragique aussi comme série par moment. La relation qu'elle a avec sa sœur aussi beaucoup. Enfin, globalement, les dynamiques familiales qui animent son quotidien. Et en fait, on est placé en tant que spectateur un peu comme l'amie imaginaire, je dirais, de Fleabag, puisqu'elle va faire des réflexions à voix haute en direction de la caméra. Elle va vraiment briser le 4e mur. Ça, c'est hyper original dans cette série-là. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles elle a fait autant sensation quand elle est sortie. Tell the truth. It's horrendous. It's horrendous. It's modern. Don't lie. I'm not. I look like a pencil. You don't look Don't like... laugh! It's okay. It's not okay. I'm gonna lose my You job. won't lose your job. It's cool. It's not cool. It's edgy. Oh, fuck off! Oh, it's cheap. It's unsalvageable. Claire, it's French. Really? Yes. Que du coup, on se sent vraiment investi d'une mission dans la vie du personnage, on est vraiment en appui pour elle et c'est trop bien. Je trouve ça trop sympa comme point de vue. Donc voilà, c'était ma petite recommandation. Je l'ai vraiment mangé cette série, je l'ai regardée je pense en 2 jours et demi, un truc comme ça. Exceptionnel, je peux que vous le recommander. Il y a la pièce de théâtre dont a été tirée la série aussi, qui est disponible sur plein de sites illégaux de streaming dont je tairai les noms. Mais franchement elle est facile à trouver, donc vraiment n'hésitez pas. Finalement, la troisième catégorie, la troisième catégorie, c'est la catégorie livre. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est un livre que j'ai lu sur mon téléphone. Ça ne m'arrive jamais. J'ai pas de liseuse, je lis que du papier d'habitude. Et en fait là, j'ai ouvert l'appli Apple Books que je n'ouvre absolument jamais. Et j'ai regardé quel livre était gratuit sur Apple Books. Et j'ai donc lu 1984 de George Orwell, que j'avais jamais lu. Gros classique de la littérature finalement. Et franchement, pas déçu quoi. Donc pour ceux qui connaîtraient pas, mais ça me paraîtrait fou que vous connaissiez pas, en gros, c'est une projection dystopique qu'a écrit George Orwell à propos de l'année 1984, une année où d'après lui, en gros, le monde se serait divisé en 3 états, Océania, Estasia et Eurasia, 3 pays, on va dire, constamment en guerre. Et ce qui se passe, c'est qu'on suit Winston Smith, qui est donc un résident d'Océania, qui lui a un travail dans un ministère et où en fait il va être mis face à la réalité du régime dans lequel il vit, qui est un régime totalitaire complètement tyrannique, puisqu'on parle de Big Brother. C'est là d'où vient la phrase du coup Big Brother is watching you, et je pense que ça vous le saviez. Dans la version française, parce que moi je l'ai lu en français, c'est tonton, mais c'est la même chose, c'est juste la traduction quoi. Et en fait Winston il est un petit peu révolté contre ce régime, il comprend qu'il y a quelque chose qui va pas dans ce régime là, qu'on leur ment et qu'il y a des choses qui sont cachées. Et il va, à son échelle, essayer de se révolter, mais c'est très compliqué parce que tout le monde est constamment surveillé au travail, chez lui, dans son intimité, etc. Tout le monde est toujours surveillé. Et tout le monde se dénonce entre eux puisque on est dans une société où tout le monde est réglementé, etc. Enfin bref, c'est chaud de ouf. Moi je l'ai trouvé super et j'ai trouvé ça super de lire à cette période-là parce qu'on voit
à l'heure actuelle dans le monde global, la montée du fascisme, la montée de l'extrême droite et de l'extrémisme en règle générale, et de ce que ça fait en fait d'être dans une société totalitaire. Enfin, c'est vraiment terrible. Je pense qu'il faut le lire maintenant pour se rendre compte des dangers du populisme, etc. Et qu'il faut faire quelque chose. Et il faut pas rester les bras croisés. Et une fois qu'on est dans le système, c'est très dur de s'en sortir. Je pense que c'est pas pour rien que ce livre-là, il fait partie de la liste des livres qui ont été bannis aux États-Unis. Je pense que du coup, étant donné que nous, il est pas encore banni chez nous, lisez-le, genre vraiment c'est d'utilité publique, lisez-le pour être au moins conscient et un peu éveillé par rapport à ces problématiques-là et par rapport à ce que c'est un régime totalitaire et pourquoi c'est dangereux d'y céder. Le deuxième livre dont j'ai envie de vous parler, c'est un roman graphique / BD, je saurais pas trop dire, je pense que c'est plus un roman graphique mais qui a un grand format. Celui-là pour le coup je l'ai en physique, c'est celui-ci, c'est Sage de Quentin Zution. Pour vous résumer vite fait de quoi ça parle, ça suit un jeune homme que je pense être Quentin finalement, ça a l'air assez autobiographique, qui habite à Paris, qui est au début de sa trentaine je crois, qui est homosexuel et qui fait face à des énormes angoisses, des traumatismes, des souvenirs etc. qui l'envahissent beaucoup sous la forme des petites, je sais pas si vous allez voir, les petites silhouettes qu'il y a sur la couverture qui brillent un peu. Et donc en fait ça va être son quotidien à lui, essayant de se battre contre ça, essayant de se sortir de ça, à la fois de dépression, à la fois d'anxiété et tout. C'est un livre qui n'est pas du tout joyeux. Il faut pas venir me voir pour des recommandations hyper joyeuses visiblement. Vous allez voir, le reste ne s'améliore pas. Je l'ai eu en cadeau à mon anniversaire, mais je l'avais vu à Ombre Blanche à Toulouse quand j'y suis allée en octobre. Et franchement, très bon cadeau. Il y a à peu près 180 pages dedans. J'ai passé vraiment une après-midi entière posée sur ce même fauteuil, à pas bouger mes fesses de là parce que j'arrivais pas à me décoller du bouquin tellement il est prenant, il est beau, les dessins sont magnifiques, j'essaierai de vous mettre des petits close-up un petit peu. Excellent, exceptionnel, j'ai adoré, il est vraiment super. Le troisième et dernier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est le livre de mon auteure préférée, puisque elle a d'abord écrit mon livre préféré, qui est donc Everything I Know About Love. Je pense que j'en ai assez parlé de ce livre à tout le monde. Il faut que vous lisiez, c'est des genres de mémoires à peu près à propos de ce qu'elle a appris, de l'amour, de l'amitié, de la vie, de ce que c'est être jeune finalement entre la fin de son adolescence et ses 30 ans. Il est super, je le lis tous les ans je pick up des trucs nouveaux, je l'annote comme je ne l'ai jamais annoté. Il est vraiment super, mais du coup elle a écrit 2 fictions récemment. J'ai lu les 2 et celui dont je vais vous parler aujourd'hui c'est Good Material, qui est juste là, qui est donc sorti il y a très peu de temps, je sais pas exactement quand, mais vraiment, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Qu'est-ce que c'est Good Material ? C'est une rupture amoureuse entre Andy et Jen, qui sont ensemble depuis des années, qui s'aiment, sauf que Jen un jour quitte Andy, et il comprend pas pourquoi, parce que pour lui tout allait bien, et donc on va le suivre un peu lui dans toutes ces questions, pérégrinations et tout, pour essayer de se reconstruire, parce qu'il a construit toute sa vie autour d'elle. Pour lui il marchait à 2 et d'un coup il se retrouve tout seul et il comprend pas pourquoi parce qu'elle lui a pas donné plus d'explications que ça. Et donc pour les, je dirais vraiment 4/5 du bouquin, on va le suivre lui. Et sur la fin on va la suivre elle et on va enfin avoir sa version de l'histoire. Ça pour le coup je trouve que c'est super bien dans ce bouquin là d'avoir les 2 points de vue. Parce que tout ce qui se dit, toutes les questions qui se posent et tout, on a les réponses et ça reste pas juste en suspens, même s'il y a beaucoup de questions, je trouve, qui sont importantes d'être posées. Par exemple, il y a un passage, moi, qui m'a un peu marqué et que je trouve hyper cool, c'est le moment où il parle du fait de se remettre dans une relation après une rupture, quand t'as été ne serait-ce que plusieurs mois avec une personne et que ton identité, elle s'est construite aussi en fonction de la personne. C'est le fait de, une fois que t'es plus avec elle et que tu rentres dans une nouvelle relation, qu'est-ce que tu fais de tous ces sentiments, de toutes ces choses qui te constituent et qui font aussi partie de ton ancien partenaire en fait. Qu'est-ce que t'en fais ? Est-ce que tu le rapportes dans la nouvelle relation ? Est-ce que tu t'en débarrasses ? Qu'est-ce que t'en fais ? Et cette question-là, elle est hyper importante, je trouve, parce que souvent on se la pose quand c'est trop tard, une fois qu'on est face au mur, et de l'avoir comme ça posé sur papier et réfléchi, parce que du coup en gros ça se passe sur plusieurs mois, je trouve ça super. Vraiment j'ai adoré celui-là. Et le deuxième que j'ai lu du coup c'est Ghost. Ça c'est une histoire d'une jeune fille qui se fait ghoster après 2 semaines un peu d'idylle avec son mec. Il est très bien aussi, mais je trouve que Good Material il m'a plus appris parce que je l'ai lu vraiment dans une période où j'étais en rupture amoureuse. Et Ghost, je l'ai lu au moment où je me suis fait ghoster. Donc en vrai, j'ai lu les 2 au bon moment, elle a écrit les 2 au bon moment. Je peux que vous conseiller cette auteure, elle est super et si vous lisez pas encore en anglais, ses livres sont très cool parce qu'ils sont très abordables, je trouve, niveau vocabulaire, etc. Je pense qu'on en a fini pour les livres. Et maintenant, on va passer à la catégorie musique. Alors je vais vous conseiller 4 albums différents. Le premier album que je vais vous conseiller, c'est une fille qui s'appelle Audrey Aubers. Pour ceux qui écoutent un petit peu Gracie Abrams, c'est une de ses co-auteurs, on va dire. Elles sont meilleures amies.
et elle a sorti son premier album qui s'appelle Who's the Clown. Il est trop bien, c'est de la pop, c'est cool, elle aborde des sujets super drôles, elle le fait super bien, elle écrit bien. Les musiques elles sont prenantes, vraiment beaucoup d'humour et d'autodérision dedans. Je l'ai saigné cet album, je le connais par cœur, il est trop bien, elle est trop drôle, donc voilà, elle passe à Paris d'ici peu. Je suis un peu dégoûtée de pas pouvoir aller la voir, mais bon, c'est la vie de ne pas habiter à Paris. What do you like to do? I'd pretend to think, then I'd say I like to touch people. Cause a guy doesn't like me back. Even though I'm gonna be a star. Guess I don't have it, guess I don't. But I got my creams on and my gown on, and I don't think anyone cares if I go or not. So wrong to think everyone loves. Le second album, c'est un style totalement différent. C'est pour tous mes fans de Frank Ocean qui se taillent les veines en attendant qu'ils sortent un nouvel album. L'album que je vais vous conseiller s'appelle To Dry a Tear de Camari. Je sais pas pourquoi j'en ai jamais entendu parler avant. Genre vraiment, premier degré, personne ne m'en a jamais parlé. Alors que il est génial ce mec. Enfin, il est passé dans mes écouteurs vraiment par hasard. Genre, je sais pas, juste. J'étais en aléatoire sur ma playlist et il y est passé. Et sa vibe, elle est trop cool. Genre, c'est hyper posé. Franchement, moi, je trouve que c'est l'album, si je dois vous le décrire. C'est l'album à écouter quand t'es tout seul chez toi, avec les lumières un peu tamisées et que tu dois faire à manger, que tu te fais genre ton plat préféré avant de regarder ta série. Genre c'est vraiment ce mood là l'album et il est trop bien, enfin j'ai trop aimé. J'ai vraiment un coup de cœur, je l'écoute tout le temps du coup. Sachez que la première musique s'appelle I Love Lucy, donc vous penserez à moi le jour où vous l'écoutez. Lucy wanna have my babies, be together till we're both pushing daisies. Why pick if I want you and a job? If there's a guy in this lonely jungle, why haven't my prayers been answered? Je voulais un peu le gatekeep à la base et après je me suis dit je peux pas le garder pour moi alors qu'il fait de la si bonne musique. Je trouve ça fou qu'il soit pas plus connu ou alors c'est moi qui l'ai jamais vu alors qu'il est méga connu, mais en tout cas son nom me disait rien non plus. On va passer à la dernière catégorie de la musique qui est le rap français. J'ai un album à vous conseiller qui est Brûler Paris de l'UJPK. Moi j'ai l'édition Bordeaux parce que j'habite à Bordeaux à l'heure actuelle. Cet album il est sorti en octobre 2025 et c'est devenu mon album le plus écouté de l'année parce que vraiment je ne l'ai pas arrêté. Genre j'ai fait que l'écouter en boucle. J'étais pas sûre de tomber dedans en fait parce que j'ai écouté l'UJPK quand j'étais genre fin collège, début lycée. Je l'écoutais avec Columbine et après au lycée je l'ai écouté un peu, j'écoutais pas mal Montagne Russe etc. Mais ces projets genre à Marseille etc. je les avais pas écoutés. Et je me suis demandé si j'allais accrocher. J'avais peur d'être un peu déconnectée de sa musique. Au final, l'album il est tellement personnel que vraiment je me suis grave retrouvée. Si je devais vous donner 3 sons à écouter, je vous donnerais 10 fois plus, je vous donnerais L'eau et le feu et Moribond. Et je pense que c'est vraiment les 3 qui ont marqué pour moi cet album-là. Tu me fais du mal, je ferais tout pour t'en faire 10 fois plus, mais au final, c'est moi qui ai souffert 10 fois plus. Je redeviens tout moribond, quand le passé me rattrape, je te fais de la place dans la chop, prêt à partir pour de bon. L'eau et le feu ne font pas bon ménage, l'eau et le feu, pour être heureux, faut que je déménage. Il est excellent, donc allez jeter une oreille. Ça fait pas de mal. Et même si vous avez un peu des a priori sur lui et tout, je trouve que cet album-là, franchement, il est grave personnel, tout le monde peut relate en fait. Et je voulais finir du coup ce petit truc de reco par quelques personnes à suivre d'après moi. La première dont je voulais vous parler, c'est Ésil, donc Élise Hébert il me semble. C'est une meuf que je suis depuis quasiment 7 ou 8 ans. Elle fait des vlogs de ses voyages dans des villes européennes cool. Elle a le concept des n'importe quoi, c'est un peu comme ça. C'est genre elle fait des recommandations de plein de trucs, de ses favoris et tout, de saisons, tout ça, c'est cool. Elle fait de la photo aussi. Bref, elle est toute douce en plus, j'aime trop sa vibe. Elle est hyper naturelle, hyper authentique et tout. Donc je peux que vous conseiller, franchement, elle est trop fun. Donc allez jeter un coup d'œil. Le compte Instagram dont je voulais vous parler le plus, c'est @livingwithjuliet. Ça, c'est une meuf, j'ai pas su savoir si elle était américaine ou anglaise, en tout cas elle est anglo-saxonne, qui poste sur Instagram son journal intime, genre les jours par jour de son journal intime. Et c'est trop sympa à lire, en fait, ça fait un peu une petite pause dans la journée de lecture de trucs. T'as l'impression d'avoir un peu accès à sa tête et c'est trop bien. Et je trouve que ça aide grave à comprendre comment les gens y fonctionnent. Et je trouve ça hyper authentique, pareil, trop cool. Donc je vous conseille également. Et le dernier dont j'aimerais vous parler, c'est @lamachineInfernale. Je pense que ça, vous avez peut-être dû le voir passer. C'est pour mes amis cinéphiles. C'est une meuf qui fait des recommandations, des reviews,
des posts dédiés à des acteurs, à des réalisateurs, à des films. Elle a toujours des bonnes recommandations et c'est hyper créatif ce qu'a fait. Sa DA est trop belle, j'aime beaucoup. Donc je peux pareil que vous conseiller d'aller voir. Cultivez-vous, voyez des choses. Si je peux vous donner un petit peu envie d'aller regarder des trucs, d'aller être un peu curieux, bah ça me fait plaisir. C'est sur ça que je vous quitte, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, une belle année. Puis voilà, à plus!